Dans le ciel au-dessus de la division de missiles située dans la région de Mlyninska en Ukraine, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Un objet augmentant en luminosité a filé devant le Vevlé Mavesislao, laissant derrière lui une énigme. Un des témoins décrit un objet stellaire clair et brillant, une étoile brillante sur le tennis de Metia. Ces observations n'ont pas échappé à l'attention. Les faits témoignent que la chasse aux ovnis est devenue une partie secrète de la doctrine militaire de nombreux pays, en particulier de l'URSS. Les objets qui apparaissaient et disparaissaient à une vitesse colossale suscitaient de vives inquiétudes. Ce n'est que récemment qu'une série de cas a été déclassifiée, lorsque l'apparition de tels appareils a failli mener à une guerre nucléaire mondiale. Un des participants à l'enquête, qui s'est personnellement occupé de 3 de ces épisodes, se souvient. Le premier s'est produit le 4 octobre 1983 dans le déploiement d'une des divisions de forces de missiles stratégiques en Ukraine. C'était la 50e division des forces de missiles stratégiques du district militaire de Prikarpat, où un lancement spontané d'un missile stratégique à ogive nucléaire a failli se produire. Ce jour-là, à 18h30 heure de Moscou, plusieurs objets volants inconnus sont apparus dans le ciel au-dessus des positions de la division, se déplaçant selon des trajectoires inaccessibles à la technologie terrestre. À 21h30, au poste de commandement de l'unité des forces de missiles, un système de contrôle automatique du complexe de combat s'est déclenché. Tous les indicateurs sur le tableau se sont illuminés, comme lors d'une vérification en situation d'urgence. Et surtout, le tableau lancement s'est allumé. De tels incidents extraordinaires étaient immédiatement portés à la connaissance du Kremlin. Ces cas anormaux étaient pris très au sérieux, mais l'information restait dans un cercle restreint de personnes initiées. Ce dont parlaient ces personnes est resté un mystère, mais il est connu qu'elles attendaient les résultats de l'enquête. Depuis 1979, par ordre spécial de l'état-major général, un laboratoire spécial du 22e Institut central de recherche scientifique du ministère de la Défense a été créé à Mytichi, dans la région de Moscou, pour recueillir des informations sur les ovnis. Pour la première fois, des documents des archives de ce laboratoire concernant des incidents sur la base de missiles ont été déclassifiés. La liste des personnes ayant observé des ovnis s'est révélée très inhabituelle pour un document militaire officiel. Il y en avait plus d'1 millier. Il existe plus de 20 théories différentes sur l'origine des phénomènes anormaux des ovnis, qui peuvent être regroupées en 4 grandes catégories. La première catégorie suppose qu'il s'agit d'une formation plasmatique naturelle, produit de la plasma cosmique. Le deuxième groupe considère les phénomènes anormaux comme une plasma artificielle, résultat d'interventions anthropiques et d'expérimentations scientifiques et techniques. Le troisième groupe relie ces phénomènes à l'activité de civilisations extraterrestres, tandis que le quatrième suppose l'existence de mondes parallèles. Toutes ces hypothèses ont droit de cité et aucune d'entre elles n'a été rejetée. Le début de cette recherche a été marqué par une mission inattendue à l'automne 1977 qui s'est déroulée dans des conditions de stricte confidentialité. Le président de l'Académie des sciences de l'URSS, Alexandrov, a déclaré « Nous ne pouvons plus ignorer le problème des ovnis ». En conséquence, le colonel Sokolov, représentant du ministère de la Défense auprès de l'Académie des sciences, s'est retrouvé dans la composition d'une commission secrète qui s'est rendue dans la ville de Petrozavodsk. Dans la nuit du 22 au 23 septembre 1977, un objet inconnu de taille énorme est apparu au-dessus de la promenade de cette ville. Selon les témoins ayant observé ce phénomène inhabituel, l'objet ressemblait à un appareil volant de forme discale, émettant des rayons de lumière, comme s'il explorait la ville. Cependant, l'enquête sur cet événement grandiose s'est terminée de manière étonnamment rapide. Il a été officiellement déclaré qu'un lancement d'entraînement de missiles avait eu lieu dans une unité militaire située à proximité, qui avait échoué. Le missile a explosé, ce qui a été la cause du spectacle inhabituel observé par toute la ville. Néanmoins, un fait demeurait incompréhensible. Dans toute la ville de Petrozavodsk, des trous étranges et soignés sont apparus dans les vitres, à tous les étages, précisément la nuit de l'événement. Tous les verres ont été transportés à Moscou et remis au ministère de l'Intérieur pour expertise. Les résultats se sont révélés plus que prosaïques, et il semblait que le mystère du phénomène de Petrozavodsk était clos. Cependant, dans un rapport qui a suscité la curiosité,
il était indiqué que de tels trous pouvaient avoir été causés dans le verre par l'impact d'objets métalliques solides, tirés d'armes de jet, comme une fronde. Mais cela s'est avéré n'être qu'un camouflage pour la véritable enquête. Il existait également un autre rapport classifié qui est maintenant présenté pour la première fois. L'expertise, réalisée dans l'un des instituts fermés par des spécialistes soviétiques de premier plan, a donné une réponse sans équivoque. La capitale de la République socialiste soviétique autonome de Carélie, la ville de Petrozavodsk, était sondée par un laser particulièrement puissant. La conclusion était que si l'on supposait que cet appareil laser était placé sur un objet observé par des centaines d'habitants, et qu'il se trouvait dans la zone du quai à Petrozavodsk, alors avec une telle géométrie mutuelle des maisons, l'énergie de l'appareil laser devait être très grande. À cette époque, une telle énergie n'était possédée que par un seul laser dans l'Union soviétique, située dans la ville de Tomsk. De plus, il était de type stationnaire, très lourd, et aucun objet volant connu à l'époque n'aurait pu l'embarquer, même si cela avait été très souhaité. À partir de ce moment, le concept de OVNI dans l'URSS a été officiellement légalisé, bien que cela ne soit connu que d'un cercle restreint d'initiés. Le premier programme soviétique d'étude des objets non identifiés, codé réseau, ne prévoyait que la collecte de données. L'étude était sous le contrôle constant du haut commandement de l'armée soviétique. En 1904-20, l'état-major général a publié une directive secrète qui a été montrée pour la première fois à l'écran. Elle décrivait en détail les actions du personnel des forces armées lors de la rencontre avec un OVNI qui était ici appelé AAOI, phénomènes aérospatiaux anormaux. Sous ce nom, les OVNI figuraient dans tous les documents militaires. Pour collecter des informations sur les OVNI, il était ordonné d'utiliser absolument tous les moyens d'observation électronique et visuelle. Un point particulier soulignait l'obligation pour chaque unité militaire de désigner un officier responsable de la collecte d'informations sur les OVNI. À la surprise des créateurs du programme Réseau, les rapports des unités militaires affluaient en masse. Au début, on avait l'impression qu'au sein du programme, d'ici 1904-20, toutes les questions seraient résolues. Mais la réalité s'est révélée tout autre. Au lieu de réponses, encore plus de questions sont apparues. Toutes ces recherches ont été menées à une époque où les discussions sur les ovnis étaient perçues comme une sorte de dissidence. Le pays aspirait à un avenir radieux et toute mention de mystique restait dans l'ombre. Mais personne ne se doutait même que l'étude de cette mystique chez les militaires se déroulait à plein régime. En 1980, un programme secret Galaxy a été adopté comme prolongement du réseau et en 1985, Horizon. Même de nombreux militaires n'étaient pas au courant, mais une grande chasse aux ovnis avait été déclarée et l'ampleur de cette chasse était colossale. Dans les documents des archives du ministère de la Défense, un cas est décrit qui peut être qualifié de typique. Le soldat de service Vasinoïch, en gardant un entrepôt de carburant, a signalé un objet aérien incompréhensible apparaissant au-dessus des entrepôts. Le lendemain de l'incident, le site était envahi par des officiers de haut niveau qui prirent des déclarations détaillées du garde et dressèrent un plan précis du lieu de l'incident. L'endroit où le phénomène d'objets volants non identifiés était apparu était clairement indiqué. Il est important de noter qui a vérifié et validé ces déclarations. Cela se produisait dans des conditions où le lieu de l'incident était un entrepôt de province, où seul un fou aurait pensé à traquer des espions. Néanmoins, le nombre de tels rapports continuait d'augmenter, et l'ampleur de l'inconnu était tout simplement stupéfiante. Au début des années 80, le quartier général prit une décision sans précédent. Par ordre direct de sa direction, les employés de 2 instituts reçurent un accès illimité aux données sur les lancements de matériel de missiles, tant en URSS qu'à l'étranger. Cela devint possible grâce aux données de renseignement, y compris les informations sur les lancements ratés et particulièrement secrets. De nombreux hauts fonctionnaires du ministère de la Défense n'avaient pas de tels pouvoirs, mais c'est précisément grâce à eux que les spécialistes militaires purent être examiner minutieusement chaque cas, ce qui conduisit à la création de leur propre statistique du ministère de la Défense concernant les ovnis et à un resserrement du champ de recherche. Selon ces statistiques, 4,25% des cas d'apparition d'ovnis étaient expliqués comme étant des conséquences de phénomènes naturels ou de lancement de missiles ordinaires. Cependant, les 15% restants ne pouvaient être expliqués,
et c'est sur eux que la chasse commença, dont les résultats s'avérèrent inattendus pour les chasseurs eux-mêmes. Les pilotes rapportaient des observations à Taldy Corgan et à Hadj-AFK dans l'Extrême-Orient. L'un d'eux, le lieutenant Boris Korotkov, subit en octobre 1981 une véritable attaque d'OVNI près de Kaliningrad. Il réussit miraculeusement à poser son Su-32. Sur la photo prise après l'atterrissage, on peut voir qu'un morceau semble avoir été arraché de la queue de l'avion. Le schéma du combat aérien reproduit par le pilote lui-même choqua également les spécialistes. Au moment de la rencontre avec l'OVNI, un appareil de l'avion qui cesse de fonctionner uniquement en cas de catastrophe, le célèbre enregistreur de vol, avait échoué. Cela signifiait que si ce n'était pour le courage du pilote, les raisons de cette catastrophe, heureusement non survenue, n'auraient jamais pu être établies. Des recherches ultérieures révélèrent une image encore plus inquiétante pour les militaires. Le fait que les observations d'OVNI se produisaient principalement à proximité des installations militaires suscitait des soupçons. Par exemple, dans la région de Molino-Smolino et le district de Dzerzhinsky dans la région de Gorki, ainsi que dans la région de Plesetsk. Dans le nœud aéroportuaire de Borisogledsk, où des vols étaient effectués, des cas d'apparition d'OVNI étaient enregistrés depuis jusqu'à 20 voire 30 ans. Le cercle de chasse se resserrait à des coordonnées spécifiques, bien que le prix de cette chasse ait été de fortes baisses d'urgence des pilotes. En 1982, un avion Spark sous le commandement du garde-capitaine Kopeikin, sur ordre du commandement, a tenté d'entrer dans un nuage vert incompréhensible, soudainement apparu au-dessus de l'un des aérodromes. Cette tentative a failli coûter la vie à l'équipage. Dès qu'ils se sont approchés et ont commencé à entrer dans le nuage, l'avion a été secoué par une monstrueuse turbulence, et dans les écouteurs des casques, un son perçant de sirène a retenti, dépassant le seuil de douleur, et le tableau de bord a affiché un avertissement de hauteur. De hauteur est dangereuse. Les difficultés d'observation des objets volants non identifiés ou OVNI se manifestaient dans la région de Boris Grebensky presque chaque semaine. Des avions prenaient déchaîner l'air, risquant de rencontrer ces phénomènes. Les scientifiques ont établi que tous les ovnis avaient un point commun, la plasma. Malgré la diversité de leur comportement, ils ressemblaient à des nuages plasmiques. La plasma sur Terre ne peut exister de manière stable que dans de volumineux toroïdes plasmiques. Cependant, dans l'espace, dans les conditions de l'univers, d'autres lois s'appliquent. La plasma est l'état fondamental de la matière dans l'univers. Toutes les formations stellaires, toutes les étoiles, c'est, à divers degrés, de la plasma. La situation commence à s'éclaircir et les craintes des militaires peuvent être considérées comme une simple précaution. En réalité, la matière la plus répandue dans l'univers pénètre périodiquement de l'espace dans l'atmosphère terrestre. Néanmoins, des recherches ultérieures ont remis en question cette conclusion, apparemment claire. De nombreux scientifiques ont tenté de comprendre sur la base de quels phénomènes physiques de grandes sphères lumineuses pouvaient exister dans l'atmosphère, qui étaient supposées être des formations plasmiques. La question se posait, cela ne contredit-il pas les lois connues de la physique ? Un des chercheurs qui travaillait à l'Institut de radioélectronique et de radioélectricité de l'Académie des sciences de l'URSS sous la direction de l'académicien Vladimir Alexandrovitch Kotennikov a noté que leurs recherches avaient abouti à une conclusion négative. Des formations de cette taille, observées sous forme d'objets plasmiques, ne peuvent exister à ces pressions et compositions gazeuses de l'atmosphère. Il restait une dernière hypothèse. Si quelque chose existe qui ne peut pas exister, alors cela doit être créé artificiellement par quelqu'un. Un équipement spécialement conçu pour ces recherches a enregistré en détail un des objets non identifiés, qui ressemblait à l'effet d'une bombe ayant explosé. L'expertise a montré qu'il y a quelque chose à l'intérieur de la formation plasmatique. Cela pourrait-il être le légendaire vaisseau spatial des extraterrestres, entouré d'une enveloppe plasma. Selon les constructeurs aéronautiques, une telle enveloppe confère à l'appareil volant des capacités surnaturelles, en termes de vitesse et de maniabilité, tout en restant une protection idéale. Cependant, un tel niveau reste pour l'instant inatteignable pour la technologie terrestre. Envelopper au moins certaines parties actives de l'avion d'une enveloppe plasma est une tâche qui peut être résolue, mais, à ce que l'on sait, aucun projet n'a donné de réponse positive claire. Néanmoins, des dizaines de documents et de photographies ont amené à réfléchir sur le mouvement intelligent, c'est-à-dire dirigé, de ces formations plasmatiques.
Les militaires n'aiment pas utiliser le mot extraterrestre. En effet, il est difficile de faire confiance à de tels témoignages. Il est difficile d'imaginer qu'un être extraterrestre soit une créature verte bipède avec des antennes sur la tête. Cependant, il existe des hypothèses sérieuses sur les voies d'apparition d'une autre vie intelligente sur Terre. L'un des avis appartient à un scientifique qui a longtemps travaillé dans le système fermé du complexe militaro-industriel soviétique. Il affirme qu'il y a certains moments qui déterminent la structure de notre matière et les lois qui régissent notre monde. Ce sont les soi-disant constantes fondamentales. Dans notre monde, il y en a environ 50, y compris la charge de la masse de l'électron, la vitesse de la lumière et la constante de Planck. Imaginons qu'une de ces constantes change, par exemple la charge de l'électron. Que se passerait-il avec la matérialité de notre monde? L'atome en tant que structure cesserait d'exister, et cette matière se désintégrerait, prenant une structure complètement différente. La matérialité de ce monde deviendrait totalement autre. En 1957, un physicien américain a émis l'hypothèse de multiples univers, où les constantes physiques peuvent prendre toutes les valeurs imaginables. Dans ces mondes, la matière s'organisait en structures plus complexes, et des êtres vivants et intelligents y apparaissaient également. Ces êtres avaient atteint un tel niveau de développement qu'ils pouvaient manipuler les lois de formation de la matière, modifier les constantes et même interagir avec notre monde. Bien que cette supposition puisse sembler fantastique, des documents récemment accessibles provenant d'archives spéciales du ministère de la Défense sont interprétés par de nombreux scientifiques comme des témoignages de contacts ratés avec des civilisations extraterrestres. L'un de ces cas s'est produit dans la nuit du 22 juin 1982 à Leningrad, à l'adresse suivante: Tikhoretsky Prospect, Maison 5, Corps 1, Chambre 1, dans le dortoir de l'Académie militaire des communications de Leningrad. Ingénieur-major Gorbunov, se trouvant dans la pièce, tourna la tête à gauche et vit dans le verre de la fenêtre ouverte le reflet d'une sphère d'un orange vif. Il détermina visuellement que ses dimensions dans le reflet étaient légèrement inférieures à celles d'un ballon de football, mais par la nature du reflet, il comprit que les dimensions réelles étaient considérablement plus grandes. À ce même instant, il ressentit un choc relaxant, comme si une vague ressemblant à un faible courant électrique parcourait son corps. Détournant la tête de l'objet, il tenta de le regarder à nouveau, mais reçut un autre choc. En essayant de se lever du lit pour s'approcher de la fenêtre, il reçut un troisième choc et un avertissement de ne pas bouger. Chaque cas similaire était soigneusement vérifié avant de figurer dans des documents secrets, et les militaires prenaient particulièrement au sérieux de tels matériaux photographiques. Certains d'entre eux ressemblaient effectivement à des appareils fabriqués par l'homme, mais leur mouvement restait un mystère. Malgré de nombreuses tentatives de reproduire de telles machines, aucun succès n'a été obtenu. Cependant, cela peut être considéré comme un premier pas vers la réalisation de technologies extraterrestres. Parmi les développements secrets des militaires américains se trouvaient les soi-disant super-avions, mais apparemment, ils n'ont pas répondu aux attentes. Néanmoins, il existe un film considéré comme authentique, capturant le moment du crash d'un véritable vaisseau extraterrestre. Il est intéressant de noter que les États-Unis sont considérés comme le leader mondial dans l'étude des ovnis, et périodiquement, des rumeurs sur des progrès significatifs des Américains dans ce domaine filtrent dans la presse. La raison de ce leadership réside dans une instruction secrète de l'armée américaine sur l'étude des ovnis qui, malgré son secret total, contient tout un chapitre sur le travail avec les médias. Ce chapitre explique que toutes les fictions et blagues sur ce sujet doivent être publiées officiellement, tandis que les détails techniques doivent être omis. Cela suscite des soupçons selon lesquels l'ampleur de la recherche aux États-Unis est suffisamment grande et que ce qui parvient à la presse, comme diverses rumeurs, sert soit de couverture, soit de diversion par rapport à des recherches ciblées. Des séquences documentaires sensationnelles qui apparaissent parfois peuvent être de la simple désinformation. Mais quelles recherches réelles les militaires américains et soviétiques ont-ils cachées à un prix si élevé? La réponse, étrangement, est à la surface. Rappelons à quel point la technologie militaire moderne était vulnérable lors de contact avec des ovnis. Dans le meilleur des cas, elle tombe simplement en panne. C'est une arme parfaite, et si l'on ne parvient pas encore à comprendre la nature de cet impact,
il pourrait être judicieux de simplement le reproduire aveuglément, afin qu'à un moment donné, d'un seul coup, tous les systèmes électroniques du potentiel adversaire soient neutralisés, comme le fait un ovni. Deux spectres s'ouvrent ici. D'une part, il est possible de modéliser certaines propriétés de ces phénomènes anormaux. Sur la base des phénomènes anormaux existants, il est possible de développer de nouvelles armes, fondées sur des principes analogues à ceux observés dans les ovnis. Cependant, si de tels phénomènes existent réellement et ont un impact, il devient nécessaire de créer des systèmes de protection contre les effets indésirables qui peuvent provenir de facteurs externes. Pendant des décennies, cela a été une course secrète aux armements, connue seulement d'un cercle restreint. L'objectif était de créer une arme utilisant d'autres principes physiques qui pourraient rendre le potentiel nucléaire et de missiles de l'adversaire obsolète. Cependant, les coûts même pour une simple reproduction des effets des ovnis se sont révélés colossaux. Même le pays le plus riche du monde, les États-Unis, n'a pas pu réaliser cela sans douleur et en secret, ce qui a conduit à la nécessité d'une manœuvre de diversion. De nombreux analystes estiment que le programme actuel, extrêmement coûteux mais totalement inefficace, connu dans le monde entier, a été créé précisément pour diriger la majeure partie des fonds alloués vers des recherches et programmes militaires complètement différents. Des précédents existaient déjà. Dans les années 80, les Américains ont réalisé un saut technique significatif, en grande partie grâce à l'initiative de défense stratégique désormais oubliée, connue sous le nom de Guerre des étoiles de Ronald Reagan. À l'époque, environ 60 milliards de dollars ont été dépensés, ce qui représente une somme énorme. En conséquence, il n'y avait aucun programme de défense stratégique aux États-Unis. Mais néanmoins, des succès importants ont été réalisés dans divers domaines de la science et de la technologie. Au début des années 80, un système a été créé en Alaska, reproduisant entièrement l'effet destructeur des ovnis. Le choix de l'emplacement était évident. En cas de guerre nucléaire, la plupart des missiles soviétiques seraient dirigés vers le territoire des États-Unis à travers le pôle Nord. Sur leur chemin, ils seraient confrontés à un système de 180 relais, créant un champ magnétique particulier. Les Américains ont réussi à développer le système HAARP, qui est officiellement présenté comme un programme de recherche sur l'atmosphère supérieure de la Terre. En réalité, il s'agit d'un banc d'essai de chauffage haute fréquence de grande puissance, capable de créer de vastes formations plasmiques en raison du chauffage de l'atmosphère par un puissant faisceau d'ondes radio. Cela peut modifier la trajectoire de propagation des ondes radio nécessaires tant pour les communications spatiales que militaires et créer également des formations plasmiques capables de détruire des objets, y compris des aéronefs. Ces nuages plasmatiques, générés par le système HAARP, peuvent transformer toute attaque de missiles en quelque chose de complètement différent. Même la simple reproduction de technologies extraterrestres a élevé la guerre terrestre à un nouveau niveau, dont peu de gens sont conscients. Cependant, même les créateurs du système craignent d'activer HAARP à pleine puissance. Si le système est activé au maximum, des géoanomalies peuvent survenir, allant jusqu'à secouer le champ géomagnétique de la Terre et inverser les pôles magnétiques, ce qui peut entraîner des catastrophes naturelles incontrôlables. Cela pourrait se transformer en une catastrophe mondiale, allant jusqu'à modifier l'orbite de la Terre. Néanmoins, HAARP est dans un état parfait, comme le confirment les photographies conservées dans les archives des services secrets. Selon les données, les essais du système devraient commencer dès 2002, et c'est probablement sur ceux-ci qu'une grande partie des fonds alloués sera dépensée. C'est une expérience mortellement dangereuse, car, selon certaines informations, la puissance destructrice de HAARP n'est pas la dernière innovation des militaires américains. On sait pratiquement rien sur des systèmes similaires nationaux. Cependant, il ne fait aucun doute, la chasse aux ovnis se poursuit. Néanmoins, quel résultat réel de cette chasse peut-on tirer aujourd'hui et quelles conclusions cherchent à établir les opposants à la guerre ? Il serait probablement naïf de penser que l'on nous a montré tous les documents et que l'on nous a parlé de tous les programmes. Une chose était claire, l'humanité est parvenue aux frontières d'une nouvelle physique, capable soit d'ouvrir la voie aux étoiles, soit d'effacer les humains en poussière avec la planète. Les jeux avec les ovnis se sont révélés mortellement dangereux,
Et, par conséquent, toute la vérité sur ces expériences et observations ne sera probablement pas connue de sitôt. Dans l'illuminateur droit, un objet est visible. La position de notre vaisseau était telle que la Terre se trouvait dans 4 transitions supérieures et sans champ, avec un angle de cap de 92 degrés,